On va maintenant accueillir l'équipe d'Acast. Mathilde Truong, bonjour. Et puis Cédric Bégoc, Hello, bonjour, bienvenue. salut, merci. Vous Hello. allez tous les deux nous parler du financement des nouvelles narrations. Ça tombe Tout à bien fait. après une intervention comme celle d'Andrea et de Pierre. Je vous laisse donc la parole. Effectivement, nous, on est là pour parler sous. Donc, en fait, on est ravis avec Mathilde d'être ici avec vous en live stream. On est des vrais passionnés de l'audio. Et côté iCast, effectivement, on est ravis de voir en fait, que le podcast suscite vachement d'engouement. En fait, c'est l'activité audio qui s'est le plus développée ces dernières années. Elle a vraiment doublé en termes d'écoute et d'engagement sur chacune des 3 dernières années. Et c'est en plus le podcast natif qui pousse vraiment ce développement. Ce qui en soi est assez incroyable puisque les podcasteurs natifs, c'est vraiment ceux qui n'ont pas le support d'une radio, donc leurs écoutes sont vraiment d'autant plus méritées. Et dans le podcast natif, on voit se développer justement dans la fiction sonore et un petit peu son pendant journalistique qui est l'enquête journalistique mise en narration, type 1000 degrés l'année dernière ou peut-être Une nuit récemment. Et ces fictions et ces récits narratifs attire de plus en plus d'auditeurs et ils creusent en plus un vrai nouveau sillon pour explorer des nouvelles formes de narration, explorer un petit peu l'artisanat de l'imaginaire, comme le disaient nos camarades d'avant. Et chez ACAST, nous, notre mission, c'est d'accompagner ces créations et de les aider à la fois à avoir plus de visibilité, mais surtout de leur générer des sous, des revenus. Donc, on travaille très fort en France à la structuration d'un modèle de rémunération pour le podcast et depuis 1 an en France, Acast a pu redistribuer aux podcasteurs en France plus de 800 000 euros et plus d'1 million avant la fin de l'année. On édite un baromètre trimestriel pour que tout le monde puisse avoir un peu accès à ce qui est en train de se passer sur le podcast, les évolutions des écoutes et des audiences. On œuvre aussi pour un baromètre un peu plus national avec la CPM qui publie chaque mois un classement des audiences du podcast natif. L'idée, c'est vraiment que ce marché se structure. Aujourd'hui, en fait, l'idée avec Mathilde, c'est de vous partager quelques tips, quelques conseils pour faire s'accorder un peu deux univers qui peuvent paraître un peu antinomiques à la base, la publicité et la fiction. Mais en fait, chez nous, on est assez persuadés qu'on peut les faire cohabiter en bonne intelligence et intelligemment pour arriver dans un monde où produire de la fiction sonore, ce sera plus forcément quelque chose qui aura besoin d'avoir la signature et l'accord d'une plateforme pour une exclusivité ou alors d'un producteur, même si j'aime beaucoup Pierre Orla qui a signé et produit effectivement Passage à l'acte. Il y a aussi cette idée de pouvoir libérer, grâce en fait au fait de pouvoir générer des sous, la création aussi, quoi. Et un monde du coup effectivement la création sera un modèle en soi à travers un modèle publicitaire ou d'abonnement. Donc, je vais laisser Mathilde un petit peu prendre la main pour présenter un petit peu le tableau de bord de ces trois grands conseils et surtout enchaîner sur le premier. Tout à fait. Et je vais commencer par partager mon écran. Est-ce que c'est bon, Cédric? Tu es le seul à pouvoir me faire un retour sur si on voit mon écran. C'est magnifique. Très bien, formidable. Donc du coup, pour parler de ces sujets, on a décidé, comme on a un temps assez court imparti, de parler de trois, quatre. Alors c'était trois, puis quatre, puis re-trois. En fait, on en a groupé deux en un. Conseils pour financer sa fiction audio par la publicité. Le premier étant de penser l'insertion publicitaire dès la conception de la fiction audio potentiellement. Le second, de conserver son audience et de la développer sur un seul flux pour mutualiser les efforts et réussir à atteindre des hauts niveaux d'audience plus aisément. Et puis de définir des audiences et des thématiques précises et identifiées. Et du coup, ça va de pair d'événementialiser la sortie de sa fiction. Donc on va passer à peu près 5 minutes sur chacun de ces sujets et du coup commencer par la partie sur l'insertion publicitaire. Cédric, je te laisse expliquer un petit peu peut-être. On n'avait pas dit que c'est toi qui faisais la première partie. Ça me va aussi. C'est possible. Attends, j'essaye de gérer. En fait, je vois plus ta tête vu que je partage mon Ce écran. n'est pas grave, mais je fais la première. En fait, effectivement, penser l'insertion publicitaire, c'est aussi se dire, le modèle effectivement qu'Acas propose, c'est d'amener de la publicité, c'est-à-dire de financer la création par la publicité. Ça fait 200 ans que les médias, à peu près à travers le monde entier, sont financés par la publicité. Ça fait un peu moins longtemps, moins de 200 ans, plutôt 60 ans que les chaînes de télé achètent des productions de fiction et qu'elles les financent
ensuite par de la publicité. Donc, effectivement, amener de la publicité dans le milieu de la création sonore, ça ne paraît pas complètement hors sujet. Maintenant, il faut réussir à penser la publicité pour que ce soit malin. Et du coup, dans l'approche effectivement de la création sonore, il faut, ce que propose Aka, c'est de laisser les créateurs choisir à quel moment on va déclencher de la publicité. Donc, ça peut être en début de l'épisode, ça peut être à la fin, ça peut être au milieu, ça peut être vraiment très précisément à la seconde 17 et 14 millisecondes, donc vraiment un placement qui est extrêmement précis. Sur pas mal de fictions, l'approche qu'on a et qu'on discute avec les éditeurs, c'est plutôt d'avoir une approche un petit peu pédagogique, c'est-à-dire en dehors du contenu, avant le contenu. Un message type avant de se lancer dans ce nouvel épisode de Passage à l'acte, un petit message de notre annonceur qui nous aide à financer ce podcast et vous permet d'accéder à ces créations gratuitement. Après, petit à petit, on voit aussi des intégrations qui sont un peu plus rigolotes et sympas. Sur une fiction anglaise ou australienne, je ne sais plus. Récemment, il y avait un personnage c'est une fiction qui se passe dans l'univers de la radio. Et donc, à chaque épisode, il y a un moment où un personnage écoute la radio et à la radio, il y a une publicité. Et du coup, au lieu d'avoir une publicité qui est dans l'univers fictionnel, c'est une publicité d'un annonceur réel qui passe dans l'univers où le personnage écoute la radio. Donc, du coup, ça intègre ce fameux spot publicitaire de 30 secondes qui change à chaque fois dans une narration. Et c'est intéressant. C'est un peu comme un placement produit, mais un peu plus élaboré. Et en fait, petit à petit, on travaille aussi, on avance avec des marques qui, du coup, travaillent plus sur du placement produit, un peu plus comme en musique ou au milieu d'un clip, on va avoir, je ne sais pas, une publicité pour Provamel, que j'ai sous la main, ou pour une marque de chaussures ou ce genre de choses. Et en fait, on peut travailler petit à petit aussi ce type d'activation sur des fictions. Ce qui permet petit à petit d'intégrer un peu la publicité dedans et de pouvoir ouvrir en tout cas une ligne de revenus à la fiction et lui permettre de gagner, entre guillemets, une partie de son indépendance. Ce qui fait un peu le tour. Et effectivement, Il fait un peu lien avec le sujet suivant sur la conservation de son audience et son développement, parce que ce type de publicité sur lesquelles on fonctionne principalement chez Acast, c'est des publicités qui sont vendues à l'impression. Donc en gros, pour schématiser vraiment ça, c'est en fonction du nombre d'audiences. Et plus il va y avoir d'audience, plus il va y avoir de possibilités de monétisation, notamment dans les espaces qu'a évoqué Cédric juste avant. Et donc, du coup, c'est important de pouvoir réaliser des hauts niveaux d'audience assez rapidement parce qu'en plus, les fictions, souvent, il y a un nombre d'épisodes qui est limité. Et c'est difficile de dépenser de l'énergie à chaque fois pour une nouvelle fiction, pour en faire à la promotion et gagner des abonnés sur les plateformes, gagner des auditeurs, des auditrices. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de très simple et c'est les exemples qu'on a mis avec Connaissez-vous l'histoire d'eux et L'Arnaque, dont l'un est une fiction et l'autre un peu moins. En tout cas, c'est des récits qui sont racontés comme des histoires pour Connaissez-vous l'histoire d'eux, mais c'est des récits réels, tandis que L'Arnaque, effectivement, c'est de la fiction. Ces deux flux de podcasts, en fait, parlent de divers sujets, notamment Connaissez-vous l'histoire d'eux. Avant, c'était un tout autre podcast. Et ils ont, chez Binge Audio, repris le flux existants, donc auxquels déjà des auditeurs et auditrices s'étaient abonnés pour publier Connaissez-vous l'histoire d'eux. Et L'Arnaque, c'est tout un tas de saisons sur tout un tas de sujets différents, mais c'est toujours des épisodes qui sont publiés sur un même flux. L'idée, c'est une fois que vous avez fait la promotion, vous avez une fiction 1 qui sort, vous avez fait la promotion de cette fiction, de ce flux, vous avez des abonnés, vous avez des gens qui vous ont écouté, ça a bien marché. En fait, si vous avez une fiction 2, le flux, il n'est pas forcément à jeter et recréer un autre pour en avoir complètement nouveau. C'est possible de garder les anciens épisodes, de les annoter comme étant des archives. Ça peut changer tout simplement dans le titre en disant, je sais pas, archive fiction 1, épisode 1. Et puis ensuite de publier les épisodes dessus. Ça permet à la fois que vos anciens auditeurs et auditrices qui aimaient déjà votre patte, votre ligne édito, de découvrir cette nouvelle saison, cette nouvelle fiction, cette nouvelle histoire, ce nouveau format. Et à la fois aussi à ceux et celles qui vont découvrir le nouveau format et qui vont peut-être aimer la patte que vous avez, de revenir en arrière et d'écouter la fiction précédente. C'est ce qu'on a vu notamment avec la saison 2 d'Injustice, donc Ou peut-être une nuit, qui a été très portée chez Louis Média et très écoutée. Et en fait, il y a plusieurs auditeurs et auditrices qui ont fait ce retour, comme quoi ils et elles ont découvert la première saison sur le milieu journalistique en écoutant cette seconde saison.
L'idée, c'est de fidéliser l'audience, non pas forcément sur une seule et unique, fiction, mais sur une ligne édito, soit une ligne édito de studio, de médias ou alors d'indépendants, et indépendantes, et de leur proposer plutôt que de s'abonner, simplement, on va dire, à une fiction, X ou Y, de s'abonner vraiment à votre ligne et à tous les contenus que vous allez proposer. Ce troisième élément, cette troisième section, elle est un peu plus autour de la communication. Effectivement, comment est-ce qu'on crée de l'attente autour d'une fiction avant qu'elle soit sortie? Mais c'est aussi relié un petit peu à ce que disait Mathilde juste avant. C'est-à-dire qu'en ayant un seul fil, donc un seul espace où on retrouve toutes vos fictions, le podcast génère aussi une forme on va parler un peu de podcast d'auteur comme on pourrait parler de cinéma d'auteur. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens s'abonnent à votre vision, à votre artisanat, à votre façon de façonner l'imaginaire. Et donc, au moment d'une sortie de nouvelle fiction, il faut évidemment pas du tout hésiter, un petit peu comme le fait le cinéma, un petit peu comme le fait Netflix, à événementialiser, commencer à projeter un petit peu dans le public ce qui va arriver dans cette fiction. Ou peut-être qu'une nuit, ou d'ailleurs Passage à l'acte, l'ont très bien fait. C'est-à-dire qu'avant que le premier épisode sorte, il y avait des publications sur les réseaux sociaux qui expliquaient ce qui allait arriver, qui interrogeaient déjà un petit peu l'imaginaire des futurs auditeurs, futurs peut-être auditeurs, mais qui en tout cas créaient vraiment le désir, suscitaient l'intérêt en disant ça va être un Cluedo. Effectivement, l'imaginaire du polar, Andrea et Pierre l'expliquaient bien. Il y a des codes, comment on subvertit ces codes-là dans le podcast, qu'est-ce qu'on a de nouveau à proposer. Et en fait, amener ces gens qui, en plus, sont en train d'écouter du podcast, donc de chercher des nouvelles narrations, et jouer un petit peu avec leurs attentes pour créer de l'événement, c'est super important. Pourquoi? Parce que ça permet, dès les premiers épisodes, de commencer à avoir déjà des gens qui nous attendent. C'est-à-dire que communiquer sur un podcast de fiction quand le premier épisode est déjà sorti, eh ben en fait, c'est déjà trop tard. C'est super important d'avoir un teaser, de communiquer, de travailler un petit peu des visuels, parce qu'en plus, même si on est sur de l'audio, en communication, c'est toujours beaucoup plus simple d'utiliser un petit visuel, quelques éléments, quelques chutes de studio, pourquoi pas, pour travailler tout ça, surtout principalement à travers les réseaux sociaux, Instagram étant le réseau social partenaire du podcast. Facebook fait bien si les fictions s'adressent effectivement à plus de 35 ans. C'est un petit peu comme ça que ça va se mesurer. En fait, et au-delà des réseaux sociaux, quand on n'a pas forcément une grosse communauté, mais qu'on a effectivement fait un super travail et qu'on a une super fiction qui arrive, il y a beaucoup de médias aujourd'hui qui existent et qui sont dédiés au podcast et qui reprennent, et qui en tout cas écoutent et donnent leur chance à des produits, à des nouveaux produits fictionnels, des nouvelles narrations, parce que tout le monde est dans cette attente aussi de qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se créer en fiction. On en a mis quelques-uns ici. Podmust, qui est un annuaire de podcast, Radio Tips, qui est géré par la fantastique et anarchiste Samia Basile, qui est vraiment une grande passionnée de podcast. Le Pod, qui est un magazine qui s'est lancé depuis une petite année maintenant autour du podcast. Et puis après, il y a certaines rédactions, Télérama, Slate, Le Monde, qui ont qui ont des équipes dédiées à la chronique radio et podcast. C'est-à-dire des gens vraiment dont le job, c'est d'écouter des podcasts et d'écrire dessus si c'est bien. Donc, il ne faut vraiment pas du tout hésiter à envoyer des communiqués de presse et de savoir qui ils sont. Souvent, la plupart du temps, en plus, ils sont vraiment accessibles sur Twitter. Parce que le podcast, ce n'est pas encore le Festival de Cannes, donc on peut encore parler à ces journalistes-là et leur communiquer des idées, des projets. Et il ne faut vraiment pas hésiter à faire un petit peu ce travail-là de communication en amont des sorties. Après, évidemment, sur la partie comprendre son audience, qui était donc le premier conseil, j'ai surtout parlé du deuxième, ce qui la touche, ce qui la move, pour mieux la cibler, effectivement, au moment de l'écriture du podcast, c'est toujours intéressant de garder à l'idée pour qui on écrit un podcast, et du coup aussi dans l'approche de cette création, de se dire, si j'ai écrit pour ces personnes-là, potentiellement, ça peut être une cible une tranche de la population, une cible, un contexte qui pourrait attirer tel et tel et tel et tel annonceur, telle et telle catégorie d'annonceurs. Et en fait, on est là effectivement chez Acast aussi pour accompagner à la sortie d'une fiction le financement avec essayer de mettre les annonceurs qui font du sens sur les fictions.
sur passage à l'acte, par exemple, on pourrait mettre des très bons annonceurs sur de l'assurance vie. On Ou a aussi cet exemple sur ça des t'apprend. fictions, même des fictions très, très particulières qui ont un peu révolutionné le genre, comme l'a fait Conscience. Donc, il y a un podcast qui raconte, qui est très bien fait. Si vous ne l'avez pas découvert, vraiment, faites-le. C'est vraiment génial comme contenu. Et là, par exemple, typiquement, c'est l'histoire de deux jeunes femmes qui se lancent dans la création d'une entreprise, d'une marque de vêtements éthique. Et donc, du coup, on a à la fois ça a touché principalement en tant qu'audience des jeunes femmes. Donc déjà, on a effectivement une cible qui pourrait intéresser certains annonceurs en particulier. Mais en plus, on a des thématiques business, éthique, empowerment, un peu de sociétal dedans. Et en fait, de pouvoir identifier ça, si l'objectif, c'est de monétiser par la suite, c'est quelque chose qu'on peut accompagner à faire côté ACAST, et on peut aller toquer à la porte de ces annonceurs. Mais c'est aussi des billes pour les créateurs et créatrices de leur côté pour démarcher directement des marques et peut-être même justement événementialiser avec elles aussi la sortie, les inviter aux éventuelles écoutes en avant-première, enregistrements, etc. pour leur donner un peu envie de venir s'associer à ce podcast et passer dans les émissions de radio fictives qu'il y aurait dans l'émission. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc voilà un petit peu un mini tour d'horizon de ces 3 conseils qui évidemment doivent être un petit peu adaptés pour chaque projet, mais qui permettent au moins quand on commence à produire une fiction, de se dire effectivement comment est-ce que je peux intégrer de la publicité dedans. Ces 3 petits conseils, où est-ce qu'on l'intègre? Comment est-ce qu'on la pense? Comment est-ce qu'on génère suffisamment? Comment est-ce qu'en tout cas on crée le désir pour avoir des audiences qui vont permettre dès le début de réaliser des sous? C'est intéressant. Après, effectivement, un dernier point qu'on n'a pas ajouté, c'est qu'une fiction en podcast, ça dure très longtemps. Et que c'est pas forcément. Alors, pendant effectivement les épisodes, c'est là pendant la publication des épisodes et le temps de la fiction, on va évidemment avoir une visibilité qui va grandir et des revenus qui vont grandir. Mais ce qui est intéressant avec ce type de fiction, c'est que des gens qui découvrent une fiction 6 mois après, 1 an après, eux aussi vont continuer à générer des écoutes, alimenter effectivement des revenus publicitaires, et que du coup, effectivement, c'est aussi un modèle qui se construit pas forcément que sur du court terme, donc vraiment à l'opposé de ce qu'on pourrait faire en télé ou en radio, vraiment dans un modèle de production pure, mais qui va se construire au fur et à mesure sur du moyen, voire sur du long terme, d'où l'intérêt de réutiliser les fils, les chaînes auxquelles on a des auditeurs qui sont abonnés, parce que en fait, c'est aussi une vraie façon pas juste d'être producteur de fiction, mais de créer un média, une chaîne de médias qui soit en fiction. Vraiment un canal qui soit dédié, qui soit vraiment un canal d'auteurs, de créateurs, et qui, au fur et à mesure des fictions qui sont publiées dessus, en fait, génère et fédère, forge une certaine vision de l'imaginaire audio. D'ailleurs, ça commence dès le choix de la fréquence de publication des épisodes, Ouais. parce que c'est hyper intéressant et en termes d'audience et en termes financiers, parce que en tout cas sur le fonctionnement duquel on parle, les deux sont intimement liés. C'est très intéressant de ne pas publier tous ces épisodes le même jour, même s'ils sont tous prêts, et de ne pas événementialiser, pardon, c'est bien, mais événementialiser en publiant tout le même jour, c'est moins bien. C'est bien de publier les épisodes de la même manière que sur un podcast plus classique, on va dire, sur un format podcast, par exemple d'interview, etc. On a souvent des publications qui sont soit toutes les semaines, soit toutes les 2 semaines. En fait, l'audience d'un podcast, elle se construit vraiment sur la longue traîne. Et autant une fiction peut avoir un nombre d'épisodes limité, donc du coup venir limiter cette possibilité de longue traîne, autant il est possible de ne pas tous les diffuser le même jour, et donc de ne pas avoir un feu d'artifice et qui pétarade dans tous les sens, mais ensuite s'éteint et plus personne ne peut en bénéficier, mais plutôt dire aux gens, regardez ces rendez-vous tous les jeudis pour avoir un petit bout de pétard et entre-temps avoir le pétard dans le sens feu d'artifice. C'est le soir, les métaphores, elles sont plus très bonnes. Et entre-temps, de pouvoir parler à son entourage de « Oh là là, mais j'ai découvert telle fiction, c'est vachement bien, il y a le prochain épisode qui sort bientôt », de proposer peut-être même des cliffhangers d'un épisode à un autre pour donner envie d'y revenir, créer de l'attente encore une fois, même entre les épisodes, et du coup créer de la discussion, créer de l'interaction.
Ça, c'est hyper intéressant pour faire grossir son audience sur du long terme, pour avoir le temps de parler de son contenu à des annonceurs potentiels et donc de les convaincre de venir nous soutenir. Et pour du coup, cette chaîne de podcasts qui seraient des podcasts de fiction, par exemple, de pouvoir y publier pendant 6 mois une première fiction qui, pendant ces 6 mois, va vous permettre de bosser peut-être sur une autre. Et du coup, les 6 mois suivants, avoir une autre fiction, etc., etc., et de fonctionner vraiment sur un média plus long terme, moyen long terme. C'est vrai que s'il y a un point à retenir, effectivement, ce que dit Mathilde qui est au-dessus, sur la périodicité est ultra important. Les audiences les plus grandes sont sur les derniers épisodes. Parce que c'est encore un média qui fonctionne sur le bouche à bouche et la recommandation, d'où l'intérêt d'événementialiser. Le bouche à oreille, non? Le bouche à oreille, effectivement. Donc voilà, c'est effectivement, prenez du temps, générez de l'attente. Et petit à petit, ça générera effectivement des audiences et donc des revenus. Ça, les revenus, c'est notre boulot derrière, une fois qu'on a suffisamment de gens qui écoutent. Voilà, on a fait un petit peu le tour de ces 3 tips. En conclusion, on est très heureux et surtout, je pense qu'on va peut-être vous laisser prendre la parole et poser quelques questions. Merci Cédric et Mathilde pour cette présentation et ce magnifique PowerPoint, je tiens à préciser. T'as vu, c'est fou, hein? Pour l'instant, on n'a pas de questions, mais n'hésitez pas à en poser aussi bien sur Zoom ou sur Facebook. Mais moi, j'en ai une. Un podcast pour réveiller ces imaginaires en ce moment, Mathilde et Cédric. Waouh, ok. Question, waouh. Un podcast pour. Pas nécessairement de la fiction. Non, pas nécessairement. Ok, alors je vais parler du podcast duquel je parle à tout le monde en ce moment, mais qui est vraiment, chez moi, révolutionné l'approche de l'audio, du processus créatif et de euh, littéralement visualiser des sons. Ça s'appelait Before the Dawn, le nom a changé et ça s'appelle maintenant Ceci est mon son. C'est un podcast d'Irma qui est réalisé par Nathalie Séjean. Irma, c'est alors c'est une chanteuse qui fait un magnifique travail, qui a sorti un album il n'y a pas très longtemps et qui est connue principalement pour avoir chanté cette chanson I Know qui était dans une pub Google il y a quelques temps, Ouais. qui a percé à ce Oui, moment-là. c'est vrai. Et Ceci est mon son, c'est un podcast où elle raconte comment elle a créé chacune des chansons de son dernier album et où vraiment non seulement elle raconte sa démarche, mais en plus, Nathalie au montage vient illustrer ça par les différentes étapes de création du son. Donc, par exemple, quand Irma raconte, au début, j'ai pensé à tel type de percussion, on va entendre les percussions seules, qui peut-être vont évoluer entre-temps, ou à un autre moment, Irma raconte qu'elle avait trouvé l'air pour chanter une chanson, mais elle n'avait pas les paroles, donc elle chantait en yaourt, et donc on entend son chant complètement en yaourt. Et en fait, ces petites couches viennent se superposer les unes avec les autres, et vraiment, ça m'a ouvert une autre dimension du son dans la projection imaginaire, qui était vraiment très visuelle, de voir ces couches musicales s'additionner les unes aux autres avec presque un truc très, très imagé de cette chanson est en train de naître dans mes écouteurs. Enfin voilà, moi j'associais ça aussi au visuel, donc je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais je ne suis pas une très bonne élève. C'était très bien, Mathilde. Et Cédric, un podcast pour réveiller ses imaginaires? Il faut que je réactive le son. En fait, donc passage à l'acte, déjà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé pour effectivement re-rentrer. On n'en a pas des masses, comment ça s'appelle, des polars en podcast. Et en plus, il y a un vrai côté, je sais pas, dans l'enregistrement et dans la mise en son qui me fait vraiment penser à des vieux, à un truc un peu maigret dans l'approche, avec des vieilles voix françaises très marquées. J'aime beaucoup voilà, cette approche un petit peu créative. Et après, j'aime beaucoup, alors c'est un petit peu à côté, ça réveille un peu l'imaginaire. J'aime beaucoup le podcast du Gorafi en ce moment, que j'ai découvert très récemment et qui du coup a cet intérêt d'être effectivement des faux articles journalistiques, évidemment, mais de venir tout le temps un peu titiller la relation entre réel et imaginaire. Parce que le principe, c'est vraiment celui du pastiche. Donc à chaque fois, on pousse
un cran dans le réel qui pourrait, si on allait un petit peu plus loin, ce serait une blague. Donc, un de leurs derniers épisodes, c'est un animateur de la Waffen-SS est engagé à CB News, à CNews, pardon. Ouh là là. Donc, voilà, c'est intéressant, c'est rigolo. Ça me fait bien marrer, ça interroge le réel parce que du coup, ça interroge un peu aussi notre monde de façon très ironique, j'aime bien. Super. Et Bien, puis du c'est coup, noté. Nosphère bientôt. Ouais. Et bientôt, Nosphère, exactement. Mathilde fait une parfaite transition. Merci beaucoup, Mathilde et Cédric, pour votre Merci Laura. présentation, pour nous avoir éclairé sur comment financer ces nouvelles narrations. Et c'est important de le préciser. Et puis à très vite. À Eh bientôt, merci. bien, avec plaisir. Merci beaucoup Laura.